Chers amis, bonjour. Cette vidéo montée dans la foulée de notre première sortie de l'année 2021 qui a eu lieu à Meudon le 10 janvier. C'est un très joli témoignage de l'enthousiasme que la plateforme French Plein Air Painter rencontre parmi ses adhérents parce qu'au plus fort de la journée, on était pratiquement 10 personnes malgré le froid, la situation épidémique un peu confuse et nous avons passé une très belle journée en bénéficiant d'un récit passionnant de mon amie iconographe et peintre et restauratrice Lydia Hripouchine qui connaît et qui habite Meudon, qui connaît ce lieu. C'est à elle que je vais céder la parole pour qu'elle puisse vous présenter l'histoire du foyer Saint-Georges. Avec la salade Olivier, avec un nom français, mais la salade qui porte le nom salade russe en France. Donc si vous voulez goûter, ben on va vous accueillir avec... Je vous présente donc Lydia Hripouchine qui est iconographe et qui va nous présenter le lieu. France et par rapport vraiment à la ville. Quelques temps après, le lieu va être finalement privatisé et puis il va être acheté par plusieurs personnes qui vont se succéder, et notamment un dramaturge au 19e siècle, un dramaturge qui va acheter toute la propriété et qui va faire construire cette maison purement au style 19e. Et Monsieur de Portoriche va même avoir son nom pour ça, mais toute la rue et puis des rues adjacentes pour ses trois filles. Voilà. Et puis quelques temps après, une famille russe va accueillir aussi le lieu et va donner tout l'ensemble de la propriété à des prêtres de la Compagnie de Jésus. Alors, c'est le lieu, à partir de 1945, c'est le lieu du foyer Saint-Georges, de l'internat des enfants russes qui a commencé à Constantinople en 1921, après la fuite des Russes blancs qui ont combattu contre le bolchevisme. Et il se trouve que des parents sont obligés de survivre comme ils peuvent et travaillent et laissent les enfants un petit peu à la volo, un petit peu se débrouiller dans les rues. Et les jésuites se rendent compte qu'ils vont être tournés mal et ils proposent de créer un internat déjà qui commence à Constantinople. Des officiers de l'armée blanche vont assurer la discipline, parce qu'elle commence à devenir un petit peu gangster, et puis les jésuites vont s'occuper de transmettre la culture de manière à ce qu'elle ne se perde pas, parce que on pensait à l'époque que le gouvernement soviétique ne durerait pas et tomberait assez vite, et les Russes d'ailleurs, quand ils sont arrivés par la suite, quand ils ont dû quitter la Turquie parce que le gouvernement turc les a invités à s'en aller, pensaient que où qu'ils iraient, ils reviendraient toujours en Russie. Et en fin de compte, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc le foyer se développe, et puis il faut partir, et on se déplace. On se déplace en Belgique, et puis après on se déplace jusqu'à Paris. En 1941, donc, le foyer s'installe à Paris. Et puis c'est très vite la période de la guerre. Il va y avoir beaucoup de jeunes internes qui vont aussi entrer en combat contre l'Allemagne nazie, contre l'occupation. Il va y avoir des morts. Et ils décident de s'en aller et de s'installer ici. Ils arrivent donc en 1945 et ils vont organiser le lieu avec la maison qui sera un lieu de réception, puisqu'on a vraiment encore toujours les salles de l'époque au rez-de-chaussée, des bibliothèques. On va loger dans les chambres de bonne, on va loger le long de la rue Aubin qui est là avec tous les bâtiments du XVIIe siècle. Et le lieu va devenir, en période de chef soviétique, un lieu aussi où on va accueillir des dissidents. Il va y avoir donc une évolution du lieu. L'école va s'ouvrir aussi à des enfants français. Ça va devenir un peu franco-russe. Et puis il va y avoir donc les dissidents, il va y avoir des séminaristes, et il va y avoir des cours qui vont s'organiser après au niveau universitaire.
Et ça dure comme ça jusqu'aux environs de 2000. Et la Russie soviétique s'ouvre. Les étudiants vont plutôt en Russie et puis les pères jésuites estiment que leur mission est accomplie, que ça va s'arrêter là et que finalement les jeunes Russes vont retourner en Russie et ils mettent en vente. Donc il y a tout un mouvement qui se crée à Meudon parce que tout le monde autour a peur que ça finisse entre les mains d'un promoteur et que ça soit détruit. Et à force d'en parler beaucoup, la mairie acquiert en 2001 le lieu. Et elle va en faire un pôle culturel. On va regrouper les ateliers d'artistes de la ville. Alors, donc, la chapelle, elle est construite déjà avant, déjà fin du 19e siècle. Il y a une ancienne orangerie qui est aménagée pour faire une chapelle. Et les Russes, les pères qui vont reprendre la chapelle vont la modifier pour l'adapter au style russe, en faire une petite église russe. Et il va y avoir donc les gros piliers qu'on voit avec les porches avec arc en plein cintre, le bulbe au-dessus du toit, très typique, avec la croix russe à 3 branches. Et puis il y a également le carillon pour fêter, pour marquer les fêtes de la liturgie. Alors, en 1962 1958 plutôt, arrive Père Edon Sendler, qui lui va développer un atelier d'iconographie. On a donc littérature, histoire, et donc la peinture dans la tradition byzantine. Et il va commencer en 1962 à décorer l'intérieur de l'église et la façade. Le Saint-Georges qu'on a là devant la façade, c'est une de ses premières peintures. Il va se servir, ne sachant pas trop quelle technique adopter parce qu'il tâtonne et il apprend aussi un petit peu au fur et à mesure. Ne sachant pas trop, il va tester différentes techniques. Et on va avoir de la peinture à l'œuf, à la caséine, à l'huile, au mélange huile-œuf, acrylique. Et le Saint-Georges est peint à la détrempe à l'œuf. C'est-à-dire que c'est vraiment la technique de l'icône portative qui est peinte sur le support avec un enduit et les pigments qui sont liés avec une émulsion à l'œuf. Il reprend donc une icône du XVe siècle, qui est une icône très connue de l'école de Novgorod, et il va y apporter quelques modifications. Notamment, on en parlera si vous voulez par la suite quand on sera devant, notamment il va transformer un peu le manteau de Saint-Georges, il va le mettre en jaune plutôt qu'en vert, la grotte sera marron plutôt que noir, et il y a encore donc là des nuances à apporter parce que la grotte elle doit être noire profond, c'est un monde de ténèbres. Bon, il va rajouter aussi un petit peu de pathos, il fait gicler le sang du dragon, on verra. Et puis il modifie parce qu'il adapte son motif à l'architecture. L'icône est assez condensée, lui il va étaler le rocher et étaler la grotte, et puis il va aussi le plat bien accordé pour que ça se place dans le cadre, mais on verra, il y a encore des éléments qui sont cachés par le mur. Donc cette peinture, elle va aller très bien pendant tout le temps où il y aura le foyer Saint-Georges. Et par contre, à partir de 2001, quand c'est ouvert au public, là, il va y avoir beaucoup de dégâts qui vont être faits à cette peinture. On peut remarquer cette différence d'approche de l'art. Les petits Russes, ils ont fait les 400 coups, ils se sont enfuis je ne sais combien de fois, ils sautaient le mur là-bas derrière, là où il était le plus bas, ils allaient s'amuser à Paris, ils revenaient en douce, voilà. Ils faisaient plein de bêtises, et jamais ils ont eu l'idée d'abîmer le Saint-Georges. Probablement aussi parce que pour eux, ça signifie quelque chose de très fort. On va en revenir. Par contre, la peinture, après, a été très abîmée. On a eu plein d'adolescents, d'enfants qui ont jeté des cailloux dessus, qui ont frotté, qui ont étalé la peinture qui se fragilisait, qui ont écrit tout un tas d'horreurs, etc., qui ont gravé leur nom, enfin, on en parlera. Et alors, Saint-Georges, pourquoi Saint-Georges aussi?
tout simplement comme nom du foyer, donc parce que Saint-Georges est un grand protecteur de la Russie. Il figure sur les armes de Moscou. C'est le défenseur de la foi, le défenseur contre le mal. C'est un très grand saint qui est aussi accepté, aussi bien vénéré par les Russes que par les Français d'ailleurs. Bonjour. L'importance aussi pour les Russes de Novgorod, donc on dit Saint-Georges. Saint-Georges qui est donc un mégalo-martyr. Il a un supplice qui dure 7 ans. Il résiste à l'empereur alors qu'il est ses officiers. Il a été un consul. Il a été envoyé spécialement aussi dans les zones du Moyen. On l'a emmené, on l'a invité à régler certains problèmes que les Latins avaient du mal à régler, donc il a une grande importance, mais lorsque Dioclétien reprend les persécutions contre les chrétiens, il s'oppose. Et ça va lui valoir d'être arrêté, et à partir du 5e siècle, vraiment son culte se développe énormément du fait que son martyre dure très très longtemps, dès qu'il ça dure 7 ans. Il va avoir subir les pires souffrances, donc il devient un saint très très important, et ce sont les croisés lors du XIIIe siècle qui ramènent le culte aussi en France. Donc il a aussi un impact, une importance pour les Français, et il va devenir le champion, la figure idéale du chevalier qui combat le mal, et l'élément dans ce qui est représenté là sur la peinture murale à l'entrée, c'est justement le miracle du dragon, qui symboliquement indique déjà une résistance face à tout ce qui est mauvais, négatif, et qui est lié en plus des événements un peu mythologiques. Également, je ne sais pas si vous connaissez le mythe d'Andromède, ça me reviendra, une grande figure mythologique de la Grèce antique. Et, Ah oui, c'est vrai. oui, et donc le dragon, c'est aussi c'est le mal vraiment manifesté, mais c'est aussi l'inculture, c'est aussi la barbarie. Et Saint-Georges a aussi un impact très fort à Novgorod parce que son nom est fait à partir de Gé, l'autre nom de Gaïa, la terre, et on lui confie très naturellement aussi les troupeaux. Donc il a un impact très fort dès le début. Et Novgorod aussi va être un lieu, un monde de peinture, une école iconographique très importante, une des premières, lorsqu'il y a le baptême de la Russie en 988, on sait que Vladimir fait baptiser son peuple dans le Dniepr à Kiev, mais il y a Novgorod aussi parallèlement, qui est une ville très importante et qui va durer qui a 200 km de Saint-Pétersbourg et qui est une ville très touristique aussi maintenant, et très connue effectivement pour les icônes, parce que c'est là où peignait le Théophane grec. C'est là où est passé Théophane le Grec et Hérogliof. Et bon, ensuite, lorsque Ivan le Terrible détruit Novgorod, qui est un empire qui est une république. Gêne, oui. Une république. C'est un empire, je veux dire, territorial qui va s'étaler très loin, mais oui, ça le gêne pour lui son pouvoir. Et donc beaucoup d'artistes vont partir, et notamment on retrouve Théophane le Grec, Hérogliof à Moscou, et c'est là que Moscou a commencé un peu petitement, mais c'est là que Moscou bénéficie aussi de toute cette richesse artistique qui vient de Novgorod. Donc Moscou va se développer très fort. Novgorod, c'est la ville effectivement qui est une forme de république où les princes se réunissaient pour élire. Un peu comme la République de Venise en fait, un peu le même principe je pense. Le grand prince. C'est semblable. Voilà, et puis ils pouvaient décider du jour au lendemain de le faire partir. C'est aussi une ville qui passe au travers lorsque les Tatars envahissent la Russie et détruisent la Russie méridionale. Novgorod reste un peu hors de portée.
et va négocier avec les Tatars pour ne pas être attaqué. Donc déjà, c'est une ville qui se préserve. Et ensuite, c'est une ville qui va résister à une croisade, une véritable croisade que vont faire les chevaliers de la Hanse, les chevaliers teutoniques et les Suédois. Et pendant presque un siècle, si je me rappelle bien, j'ai les dates un peu plus précisément, mais il y a 5 guerres qui se succèdent. Et à chaque fois, Novgorod s'en sort. C'est là Alexandre Nevski va lui s'illustrer. Il va prendre le nom de Alexandre de la Neva parce que sa première victoire est sur la Neva et ensuite va être sur le lac Peipus. Si vous avez vu le film de Eisenstein, Alexandre Nevsky, c'est l'épisode justement où les chevaliers teutoniques arrivent et où Alexandre va trouver une tactique pour défaire l'armée des chevaliers, qui eux étaient persuadés qu'ils allaient anéantir des hérétiques pas chrétiens. Voilà, on était déjà dans la guerre de religion entre catholiques et orthodoxes. Et donc c'est une ville qui sort toujours, qui n'est pas attaquée et qui montre une forme de résistance. Donc pour les enfants qui étaient à Saint-Georges, passer régulièrement devant cette icône qui est un peu aussi comme un grand étendard, c'était pour eux un message important d'une notion d'une résistance. Même si on était coupé de tout, on pouvait toujours résister et se maintenir. Lorsque par exemple aussi il y a le sac de Constantinople en 1204, les Russes sont complètement coupés de Constantinople avec lequel ils avaient un rapport très important culturel et artistique et civilisateur. Et bien, c'est Novgorod qui continue, qui reprend le flambeau. Donc, il y a cette idée aussi selon laquelle face au monde je trouve plus le mot, pas bolchevique mais soviétique, on peut aussi résister et on peut espérer qu'un jour on va triompher. Donc, le dragon finalement finit par prendre cette figure de l'affreux russe soviétique et Saint-Georges finit par illustrer un petit peu ce possible retour des Russes blancs et cette possibilité de triompher et de libérer la Russie. La légende d'ailleurs de Saint-Georges qui terrasse le dragon, c'est ça, il arrive dans un pays, un dragon menace et affame la population et il va les délivrer. Donc cette peinture, à mon avis, avait aussi vraiment un sens très fort qui galvanisait à chaque fois, qui maintenait une foi chez les Russes qui ont vraiment toujours espéré revenir. Donc là, je vous ai à peu près posé le décor, hein, et si vous voulez, je vous en parle là maintenant ou bien on reviendra devant la peinture pour que je vous montre comment je suis arrivée à la restauration de cette peinture et dans quel état elle était lorsque j'ai commencé à la reprendre. Quelle année ça? Pardon? C'était en quelle année? 2008. Ça a duré combien de temps? 2 mois, 2 mois et demi. Alors j'ai pas eu de chance parce que quand je suis arrivée, il faisait encore beau, c'était pas mal, octobre, novembre déjà, on avait pris du retard par rapport à l'organisation de la commande des commanditaires, c'était la ville. Et puis à un moment il a commencé à venter et pleuvoir, ensuite il a grêlé, après il a neigé, après il a gelé. Et si j'ai une petite photo où on me voit dessus, je crois que ça se voit pas trop, je suis pas trop dévastée, mais à la fin j'étais carrément cramée, hein, parce que j'y suis allée par tous les temps, j'étais tenue de finir le plus rapidement possible, c'est une question de budget, si je dépassais la limite, le budget sautait, etc., donc ils ne pouvaient pas me payer. Il y avait aussi des personnes qui se dressaient contre le fait que j'intervienne sur la restauration, donc j'y suis allée par tous les temps. J'étais bien
La salade russe? Ah oui, Sur le trop bonne. Ah oui, très Bon, bien. alors dites quelque chose là pour notre enregistrement là. Comment on commence notre année et qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce qu'on continue et demandez-moi la salade. Et à un moment, tu Alors. On va commencer l'année par planifier, oui, quelques dates Oui. faciles d'accès. Voilà. Est-ce que vous allez voir le calendrier? Oui, mais moi j'ai pas Finalement, vous avez réussi, oui. J'ai avec le café le petit calendrier dans lequel il y a déjà des dates notées. Il faut vraiment maintenant se positionner bien sur les résidences, sur les choses. Oh, ben bon, là, je pense qu'on a encore 2 mois difficiles. À partir du mois de mars, ça devrait, je pense, quand même commencer à normaliser là. Donc on a encore, je pense, jusqu'au mois de mars, ça va continuer. C'est sûr qu'on va avoir oui, non, peut-être, mais après ça va aller. Donc la salade russe, eh bien, avec plaisir, je vous le mettrai sur la page. La salade authentique. Je veux venir un site peinture et gastronomie. Voilà. Et culture. culture, On rajoute culture russe. on l'avait déjà. Hein. Croisée, culture croisée. Culture croisée. Oui, parce que... Voilà, chers amis, notre journée s'achève ici, devant donc le Saint-Georges restauré par Lydia Klipouchine. Je vais vous le laisser voir. On voit encore Cyril qui est en train de terminer. Cette très jolie chapelle qui nous a bien inspiré aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne année, encore une fois. Et je pense que nous allons bientôt nous retrouver parce que la peinture en plein air nous laisse la possibilité de continuer à créer dans les bonnes conditions. Et c'est ça qui est vraiment très, très agréable. Je crois que c'était une très belle journée.